Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Imaginez un hôpital de taille moyenne, un hôpital comme sont les hôpitaux gris-brun modernes, avec cet on ne sait quoi d'un rien là. Celui-ci en plus a la particularité d'être entouré de voitures. Il l'est aussi d'un petit jardin, quelques bancs, un peu d'herbe, 2 ou 3 palmiers. Nous sommes dans le sud de la France, nous sommes fin mars, le ciel est couvert, mais il ne fait pas vraiment froid. Les palmiers agitent doucement leurs longs éventails dans le vent. Au 5e et dernier étage de ce bâtiment règne un silence particulier, un silence d'une gravité spéciale. Cet étage est celui de la neurochirurgie, neurochirurgie délicate entre tous, celle du cerveau uniquement. Tous les, comment dirait-on, les patients, les impatients, hommes, femmes, enfants de ce monde restreint et clos ont été récemment opérés ou le seront demain, au plus tard. Opérés de leur cerveau, cerveaux accidentés, cerveaux semi-noyés de ruptures artérielles ou cerveaux pourrissants, doucement ou rapidement, de diverses formes de cancer. Ceci est écrit dans Crâne, c'est le dernier roman de Patrick Declercq, c'est publié chez Gallimard, et ça me permet d'introduire cette émission des mots de minuit, numéro 532. On va aussi parler d'hôpitaux et de choix de vie et de possibilités de vivre après. En voici le sommaire. Les années venant comme la cinquantaine, elle a fini par tuer une vie d'homme qui le faisait casse-cou aux 4 coins du monde, histoire de s'éprouver. Et puis elle a décidé de passer à qui elle était, Mathilde Daudet. Son livre raconte un homme et une femme dans un seul corps, dit les tabous, le genre et le sexe, et aboutit à une conclusion, il s'est toujours agi de choisir de vivre. Au choix, critique de cinéma, ingénieur, écrivain, musicien, mais pour Cyril Latour, écrire a un rôle structurant et libérateur. La seconde vie de Clément Garcin, décrite avec minutie, le retour dans la vie et en famille d'un surdoué de l'informatique, après un long coma. Mais quand l'art peut peindre la résurrection de Lazare, le quotidien souffre à faire des miracles. Musique, dans cette émission, avec Emma Sound, ça tombe bien, Latour en est le bassiste. Des mots de minuit, opus 532. Avec nous donc ce soir Mathilde Daudet, qui publie chez Carnet Nord Choisir de vivre, et Cyril Latour, qui publie un deuxième roman, ça s'appelle La seconde vie de Clément Garcin, c'est publié chez Lamourier. À l'un et à l'autre, comment est-ce que vous faites écho éventuellement à ces premières lignes de Patrick Declercq que je disais tout à l'heure. L'un et l'autre, dans vos livres, il est question de choisir sa vie ou de l'imaginer possiblement autrement. Comment est-ce que vous réagissez à ce que disait Declercq il y a une seconde? Je ne sais pas, moi ça me touche tout particulièrement parce que les services de neurologie dans les hôpitaux, je les ai un peu fréquentés, notamment à la mort de mon frère. Et c'est quelque chose qui... c'est vrai qu'il y a des sons, il y a des odeurs, il y a des périodes d'angoisse, et puis les visages de tous ces personnels soignants qui savent mais qui ne veulent pas dire. Et c'est quelque chose qui est très lourd et ça revient très fort. Et je trouve que la lecture que vous nous avez faite est assez bouleversante à ce niveau-là. Et pour moi, je veux dire elle catalyse et elle fait réapparaître des souffrances. Cyril Latour, votre écho. Oui, c'est vrai que oui, j'ai aussi une petite fréquentation de l'hôpital. C'est un lieu, enfin c'est un peu c'est aussi le point de départ de mon roman. C'est aussi un lieu de miracle. Enfin aussi, enfin il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de pudeur et énormément de sensations. C'est très sensitif, qu'on soit patient ou visiteur. Mais c'est aussi quelque chose qui échappe à tout. Clément Garcin est pour vous quelqu'un qui a eu un accident, qui va entrer en coma, qui va sortir en coma. Ceci va lui prendre 8 mois de sa vie. C'est par ailleurs un ingénieur, c'est par ailleurs quelqu'un qui a investi au début des années 2000 dans les start-up.
avec des hauts et des bas. On y reviendra tout à l'heure. Ce qui m'a marqué également dans vos deux livres, c'est la double lecture. C'est-à-dire que chez vous, Cyril, il y a la narration d'un homme qui lutte contre la mort. Et puis par ailleurs, il y a un travail d'une jeune femme, dont on saura à la fin qui elle est, et qui travaille sur la résurrection de Lazare. En tout cas, elle est obsédée comme élève des arts ou des beaux-arts. Elle est obsédée par la résurrection de Lazare. Il y a donc deux voix qui se mêlent et deux récits qui se mêlent. Chez vous, Mathilde, il y a aussi deux récits qui se mêlent. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la forme dans ce livre de deux récits? On a d'un côté Thierry et de l'autre côté Mathilde. Qu'ont-ils à voir ces jumeaux-là? Parce que je voulais mettre en scène la dualité qui m'habitait. Et je voulais montrer aussi la lutte entre l'homme et la femme qui étaient dans le même corps. L'un était un intrus et l'autre ne l'était pas encore. Et donc j'ai préféré personnaliser mes deux héros dans la mesure où je trouvais plus sympa de les faire dialoguer entre eux et même d'avoir au démarrage le point de vue du narrateur, c'est-à-dire le point de vue de ce qui arrive à l'homme, et puis le commentaire vu par la femme. Et donc ça permettait d'avoir deux points de vue et d'avoir en même temps de porter un jugement. Dans ce livre, ce qui est assez étonnant, c'est votre origine. Votre origine, à l'origine, vous êtes un petit garçon dans la famille Daudet. Et les premières pages du livre montrent quand même une image de la France et une image de la bourgeoisie en France. Hein. Par exemple, vous écrivez ceci à un moment: pour François Père, la morale et la religion ne sont qu'un. Son grand-père Alphonse Daudet, homme de lettres célèbre, avait eu une vie de débauche, trompant souvent sa femme sans retenue et finissant même par être atteint de la syphilis, qui allait le tuer dans d'atroces souffrances. Son père Léon, qui avait décidé d'être médecin, n'était pas non plus un modèle ni de fidélité ni de sobriété sexuelle. Ayant rencontré un intellectuel de droite, il avait été séduit par ses idées monarchistes. Sa deuxième femme, monarchiste elle aussi, mais surtout rigoureusement conservatrice et croyante, avait transformé cet homme et avait apporté rigueur et foi dans sa vie privée. La première question que je voudrais vous poser, c'est quelle est cette famille bourgeoise dans laquelle vit ce petit enfant qui va forcément avoir honte à un moment de ses jeux? C'est une famille qui vit un peu dans la succession du grand homme. C'est-à-dire qu'Alphonse Daudet est un auteur à succès de son vivant, qui vit très bien et qui a le revers de la médaille, c'est ce problème de maladie, la syphilis qu'on appelait à l'époque le tabès, et qui le torture et qui fait qu'il va mourir très jeune. Je pense que dans la tête de son fils, donc de Léon Daudet, qui a le tribun politique d'Action française, il y a la volonté de faire médecine déjà pour essayer de sauver son père, ou tout du moins de sauver son père a posteriori, en disant si j'avais su, j'aurais peut-être pu. Et je crois que ça se transmet aussi à la génération de mon père. Et peut-être il y a une idée de châtiment aussi qui est sous-jacent dans cette famille, à savoir que quand on a péché, on est puni. Et moi, j'ai ça très fort quand je suis enfant, dans la mesure où le moindre péché, notamment les péchés, ce qu'on appelait de chair à l'époque, sont sanctionnés généralement sur le coup. Et c'est moi qui vais chercher ma sanction parce que je suis tellement sûr que je vais être sanctionné que je me mets dans des positions où je suis forcément sanctionné. Non pas par le doigt divin, mais par le hasard simplement. Comment est-ce que vous définiriez la honte? Qu'est-ce qu'elle... donc à un moment, il y a une robe, il y a des enfants qui jouent avec une robe, il y a un oncle qui a le doigt vengeur, accusateur, etc. Et à ce moment-là se met en place la honte. Comment est-ce que vous la définiriez, cette honte dont vous vous souvenez aujourd'hui, adulte que vous êtes? C'est la première fois que se matérialise pour moi l'idée de la honte. Je sais que quand je vole cette combinaison de ma grand-mère au fil à linge, je fais le mal parce que je vole. Mais je ne pense pas du tout faire le mal parce que je porte un vêtement qui n'est pas associé à mon genre.
Et c'est cet oncle qui est troublé probablement de me voir comme ça, qui me dit qu'il ne faut pas en parler. Et c'est lui qui me donne cette notion du secret et du non-dit. Et c'est ça qui fait que je vais le transporter avec moi jusqu'à ce que j'ai à peu près 50 ans, où là je commence à sortir de ma clandestinité. Vous osez sortir Oui, j'ose. J'ose après m'être caché et m'être caché derrière des habits d'homme encore plus virils que ceux auxquels j'aurais pu... Une virilité sans concession. Sans concession et exacerbée, caricaturale même parfois, un genre mépris de la vie, enfin des choses absurdes. Hélicoptère sans harnais, ce que dit la presse. Les hélicoptères sans harnais. Et puis l'autre jour, un ami que j'ai retrouvé à l'occasion de la sortie de ce livre me disait quand tu traversais les champs de mine, tu trouvais ça rigolo de faire des grands pas en disant qu'on avait moins de chances de sauter. C'est quand même c'est pas rien. Un niveau de connerie. C'est pas rien. Tiens, Alphonse Daudet, 1967, adaptation dans un théâtre parisien des Lettres de Montmoulin, mise en scène André Nader, avec Jean-Daniel et Francined, le frère de Fernandel. On regarde et après on va parler de l'écriture, cette manière que vous avez d'écrire. Extrait. C'est fini, je ne veux plus l'élixir. Rendez-moi mes vaches, rendez-moi mes vaches, rendez-moi mes vaches. Mais qu'est-ce qu'il y a donc, père Gaucher? Mais ce qu'il y a, monseigneur, il y a que je suis en train de me préparer une belle éternité de flammes et de coups de fourche. Il y a que je bois comme un misérable. Expliquez-vous, père Gaucher. Oui, monseigneur, que je vous dise, le jour encore tout va bien. Je suis assez calme. Je prépare mes réchauds, mes alambics, je trie soigneusement mes herbes. Mais le soir, monseigneur, quand les simples sont infusés, quand l'élixir tiédit dans les grandes bassines, alors là, mon martyre commence. Je compte bien les gouttes comme vous me l'avez dit. 20 gouttes de chalumeau dans le gobelet, celles-là, je les avale d'un trait, presque sans plaisir. Oui, parce que c'est la 21e qui me fait plaisir. Oh, cette 21e. Aussi, pour échapper à la tentation, je vais m'agenouiller au bout du laboratoire, et puis là, je récite des chapelets de Paternotte, mais de la liqueur encore chaude monte une petite fumée qui vient rôder autour de moi et qui me ramène vers les bassines. Et puis là, monseigneur, penché sur les vapeurs, je crois avoir à chaque fois dans l'or de la cuvée ma tante Bégon qui me dit « Allez, allez, encore une petite goutte. » Et goutte à goutte, malheureux de moi, je finis par remplir mon gobelet jusqu'au bord. Et puis là, je déguste mon péché par petits coups, avec un remords délicieux. Un mot de commentaire? Le remords délicieux, oui. C'est exactement ça. C'est voilà, j'ai vécu dans le remords. J'ai vécu dans le remords devant le plaisir. J'ai vécu en m'interdisant ce plaisir parce que justement il me procurait du remords. Et ça, c'est une éducation qui est typiquement monothéiste, judéo-chrétienne, qui fait que notamment ce plaisir-là, qui est un plaisir qui ne doit pas être dissocié de la reproduction. C'est un plaisir auquel on a droit. C'est fini aujourd'hui? Oui, totalement. Totalement. Je crois que j'ai fait une démarche qui a duré quand même 25 ans et que j'ai clôturée par 1 an et demi d'analyse, mais vraiment une analyse à marche forcée, c'est-à-dire que je faisais jusqu'à 3 séances par semaine pour comprendre surtout où étaient les serrures. Je voyais les portes, mais je ne voyais pas les serrures. Il fallait vraiment que je les trouve et ça, j'ai fait un travail remarquable avec une psychanalyste qui m'a aidé de manière considérable. La structure de votre livre et la qualité littéraire de la construction de ce livre, son écriture, qui fait plaisir, parce que pour le coup, on est parfois dans un testimonial qui est beaucoup plus abrupt que celui-là. Or là, il y a la forme, il y a la structuration. Et donc, il y a donc ce journal intime de cette femme qui est la jumelle inconsciente, invisible, innommée, parce qu'innommable, et qui écrit ceci de celui qui est elle qu'elle voit être dans le monde social.
Et puis il dit que les hommes se sentent toujours obligés de se comporter comme si on allait mettre en doute leur virilité. Ils affirment, ordonnent, dictent, imposent. Souviens-toi de papa. Il avait raison, point, il décidait, c'est tout et personne n'osait le contredire. J'essaie de leur raisonner pour éviter qu'il ne se montre trop abrupt, voire violent, lui qui veut pénétrer au cœur de cet univers féminin qu'il aime tant. Chaque fois qu'on parle des filles avec mon frère, cela tourne au clash. Chaque fois, il faut laisser passer un long moment avant qu'il ne me reparle et que je puisse prendre des décisions pour ce qui nous concerne. C'est un sujet tabou, comme si je n'avais pas le droit de m'aventurer dans ce domaine. Comment est-ce que vous faites, et c'est la question, au-delà de ce livre aujourd'hui qui rend la possibilité de la dissociation, mais quand vous vivez homme alors que vous êtes femme, comment est-ce que se joue ce dialogue-là? Est-ce qu'il se joue? Est-ce qu'il est d'abord souffrance sans pouvoir se dire, ou est-ce qu'il se dit vraiment? Voilà, je pense qu'il évolue, c'est-à-dire qu'au début, il est simplement concession et récréation pour Mathilde qui a le droit de vivre, et ça je le sais au fond de moi. Et puis au fur et à mesure, elle prend le pouvoir et surtout elle me fait réfléchir de manière différente et elle me fait sortir des principes, elle me fait sortir des dogmes. Elle m'explique grosso modo qu'on peut être un homme sans pour autant être une brute et qu'on peut être un homme sans être forcément protecteur. C'est à un moment, je parle dans mon livre de tous ces mots qui s'adaptent aux hommes sur lesquels il y a le préfixe pro, c'est-à-dire qu'on doit être devant. Et ça, je trouve ça terrible parce que ça s'impose à des gens qui ne sont pas forcément faits pour être devant. Ce qui était mon cas. Je me l'imposais. Et je me l'imposais pour dissimuler Mathilde, en fait. Vous avez des conquêtes, vous avez des enfants? Oui. Vous avez 4 enfants. Que se passe-t-il quand la femme que vous êtes, j'utilise le mot et je l'utilise de manière volontairement provocatrice, comment est-ce que... je ne veux pas dire inconsciemment, mais comment est-ce que vous vivez le fait de posséder une femme? Je pense que je n'ai jamais souhaité posséder une femme. J'ai souhaité vivre au plus près d'une femme pour comprendre ce qu'étaient les femmes, puisque c'était mon but ultime. Vous avez été marié, hein? Vous avez été marié 2 fois. Hein? Oui. J'ai été marié une fois et après j'ai vécu avec 2 autres personnes régulièrement, et puis 3 aventures, mais sans conséquence. Et ce besoin, je n'ai pas trouvé d'autre mot que de vouloir habiter les femmes avec qui j'étais. C'est-à-dire que je voulais... Qu'est-ce que c'est habiter les femmes avec lesquelles l'expression est magnifique. Mais... Oui, parce que je crois qu'elle est exacte et je pense que j'aurais pu glisser mes bras dans ses bras par l'intérieur, ma tête dans sa tête, et habiter chez elle véritablement, élire de domicile dans son corps. C'est ça que je souhaitais au fond. Et je ne pouvais que le pénétrer et obtenir un plaisir évident, et essayer d'obtenir aussi le plaisir pour elle. Quel est le premier confident? Quelle est la première personne, au-delà d'un journal intime qu'on peut tenir par ailleurs, quelle est la première personne à laquelle vous avez eu besoin de dire, vous avez pu dire? C'est ma 3e compagne avec qui j'ai passé... C'est Anne, hein, Anne, elle s'appelle, oui. J'ai passé 15 ans de ma vie et au bout de 13 ans, grosso modo, elle était toujours attristée de voir que j'avais des périodes mélancoliques sur lesquelles j'étais un peu déconnecté par rapport à elle et à notre vie de couple. Et au bout d'un moment, elle m'a mis un peu le marché en main en me disant « il faut que tu parles, il faut que tu expliques qu'est-ce qui se passe ». Et j'ai commencé par lui dire que voilà, j'avais une forme de fétichisme, etc. Elle m'a dit ben, jette tes vêtements féminins et puis tout ça va rentrer dans l'ordre. J'ai dit non, je crois que c'est plus profond que ça en fait. Et je l'ai dit de manière assez lâche puisque je l'ai dite par Internet, puisqu'elle à ce moment-là habitait en Afrique du Sud et je la rejoignais tous les 15 jours. Et donc quand je l'ai retrouvée à l'aéroport de Johannesburg, elle m'a accueilli en me disant « Mathilde ». Je me suis dit « ça va, c'est gagné ». Et c'est elle qui m'a dit « maintenant on va à l'opération. Il n'y a pas de raison que tu passes ta vie en étant malheureuse ». Je suis vraiment heureuse de la balade que j'ai pu faire hier soir, ou plutôt cette nuit. Je me suis maquillée soigneusement, habillée avec recherche, comme si j'allais dans une soirée chic. Il y a trop longtemps que je reste dans l'ombre de mon frère,
Et les amis que je me suis fait sur Internet et à qui j'ai montré des photos de moi me disent qu'il est grand temps pour moi de rencontrer d'autres personnes, que je dois m'émanciper. C'est vers 2 heures du matin que je suis enfin prête. J'hésite encore, bêtement j'ai peur. Peur de quoi? Je ne sais pas. La traversée des cours de notre immeuble, je l'ai faite sur la pointe des pieds, comme si j'allais réveiller tous les dormeurs en marchant avec mes talons. Une fois dans l'auto, je me suis senti mieux, de nouveau à l'abri des autres. Je me suis insulté tout le temps du trajet jusqu'au pont de l'Alma où je me suis arrêté. Ici, il n'y a que quelques rares touristes insomniaques qui finissent la soirée par une promenade romantique. Je suis anonyme. Et là, vous osez, hein, c'est-à-dire, Oui. vous osez dire... Chose dans le noir. Toujours, c'est la nuit, hein, mais vous osez sortir, J'ose sortir. tel que vous êtes essentiellement. Hein. Comment est-ce que ça s'est mis en place dans votre entourage? C'est-à-dire que les premières fois où vous avez été vu dans le regard des autres, comment est-ce que ça s'est passé? Alors j'ai été vue d'abord parce que j'avais trouvé quelqu'un sur Internet qui avait été absolument adorable avec moi et qui m'avait expliqué qu'il fallait que je progresse. C'était Jim, c'est ça? Voilà, Jim, Jim, qui était un Américain. Et je dois dire qu'il a été d'un grand recours parce qu'il m'a admise telle que j'étais en me disant « mais tu es une femme merveilleuse ». Donc quand vous êtes dans la position dans laquelle j'étais, je l'ai pris pour argent comptant. Et nous avons passé une première fois 3 jours ensemble, pendant lesquels nous avons visité les châteaux de la Loire, et c'était un moment merveilleux, si ce n'est que je craignais toujours une intrusion dans le couple que nous formions, ne serait-ce qu'avec les gardiens des châteaux. Et lui, il avait envie de rire, il avait envie de s'amuser, il m'a fait asseoir dans le fauteuil d'Anne de Bretagne. Je me suis fait engueuler par les gardiens et je me suis dit, oh là là, ça y est, ça va. Parce que je me baladais quand même toujours avec un passeport, avec un prénom masculin. Donc c'était pas facile. Je devais rester anonyme, soit d'un côté, soit de l'autre. Il n'y avait plus de dualité qui fonctionnait ensemble, mais il y avait quand même une dualité. Une question avant de vous montrer cette chose que j'ai vue chez nos confrères de Soir 3. Pourquoi est-ce que c'est un frère? Enfin, pourquoi est-ce que c'est des jumeaux, un frère, une sœur? Cette dualité-là, cette manière que vous avez de vous vivre, pourquoi est-ce que ce ne serait pas un homme et une femme? Pourquoi il fallait que ce soit un frère et une sœur? Parce que je pense que la fratrie est le lien de sang le plus simple pour moi. Et je crois que je n'avais qu'une sœur et j'avais 2 frères, et je pense que d'une certaine manière, je rééquilibrais la famille. Je ne sais pas, ça m'a paru évident en tout cas. Votre père aurait pu comprendre ce que vous étiez? Je pense que mon père avait fait des études de psychiatrie indépendamment de sa médecine. Ouais. Et je pense que, vu les connaissances de l'époque et à l'époque... En plus, il a été chez les pauvres, hein, puisque quand il n'y avait plus d'argent dans la famille, il allait chez les gens de peu. Donc, il faisait de la médecine sociale, puisqu'il faisait ce qu'on appelait, je ne sais pas si ça existe toujours, de médecin du travail. Ouais. Et donc il voyait la pauvreté et quelquefois la misère sociale de très près, puisqu'il voyait des femmes qui avaient à l'époque, je me souviens, on disait 3 heures de trajet. Donc il aurait pu. Pour venir bosser. Je pense qu'il aurait pu comprendre, mais je pense qu'il l'aurait pris, contrairement à ce que fait ma maman maintenant, pour une maladie, parce que dans son esprit, ça aurait été encore une maladie. Regardez ce que vous disiez il y a quelque temps chez nos confrères de Soir 3. Alors, j'espère que ça ne vous blesse pas de revoir ces photos, mais vous considérez que c'est encore vous? C'est une autre période de votre vie? Non, c'est quelqu'un d'autre, et c'est quelqu'un qui a disparu. C'est quelqu'un qui a pris ma place pendant 50 ans et qui finalement a décidé de me laisser aussi ma chance et de me laisser vivre. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour moi, mais cet homme est mort. C'est vrai, cet homme est mort. Cet homme est mort parce qu'il a préféré se sacrifier. À une époque, cet homme a voulu mourir et nous étions encore 2 dans le même corps. Et il a renoncé à cette mort pour moi. C'était, vous savez, en Afrique du Sud, on raconte toujours l'histoire à propos de l'apartheid en disant l'Afrique du Sud, c'est comme un zèbre, si tu tues le blanc, tu tues le noir. Et là, c'était un peu ça. Et je dois dire qu'il a préféré disparaître pour me laisser vivre, et il a renoncé au suicide pour me laisser vivre. Mais il a quand même disparu. Pourquoi avez-vous pris
le risque de l'opération en Thaïlande, même si je crois avoir lu que la Thaïlande est quand même spécialisée dans ce type d'opération. Est-ce que c'était trop compliqué ou encore trop indicible ou inacceptable, même si admis, en Europe ou en France? Non, c'était quelque chose qui était... j'ai été opéré au mois d'août 2010. Et au mois d'août 2010, il y avait assez peu de compétences disponibles en tant que chirurgien. C'était soit les États-Unis, soit la Thaïlande. Et puis paradoxalement, parce que ça peut paraître bizarre, avec les intégrismes qui se manifestent à droite à gauche, il y avait quelqu'un aussi en Iran qui opère très bien. Exact. Donc voilà. Mais j'ai préféré la Thaïlande parce que l'association avec ce que dit le cinéma iranien aussi, effectivement. On parle de... Pardon? Le cinéma iranien a pour thème aussi justement cette réassignation sexuelle. Donc j'ai préféré la Thaïlande pour des raisons purement techniques. Et puis j'étais en terrain de connaissance puisque les gens de mon association la connaissaient. C'est mon analyste qui m'apporte la réponse. Mathilde, ce que vous appelez justement votre réassignation sexuelle est une transgression aux yeux de la plupart des gens. La mutilation volontaire que vous avez tellement souhaitée est aussi une castration, c'est-à-dire la transgression la plus grave qui soit, avec le suicide. Pour une très large majorité, il y a un rejet profond de cette castration. C'est une angoisse viscérale qu'elle inspire. Pour certains hommes, quand elle se réalise via un de leurs semblables, vous par exemple, qui l'avez fait sur vous, cela peut aller jusqu'à inspirer une horreur inconsciente qui peut induire le meurtre. Il faut le savoir et faire avec. Je peux donc inspirer une horreur telle qu'elle pourrait provoquer ma mort. Moi qui me suis senti victime une grande partie de ma vie, voilà qu'à mon tour je deviens le bourreau de mes amants qui en retour pourraient me tuer. Difficile de composer avec ça, difficile d'aimer à nouveau. Parler tout de suite fait fuir, parler plus tard risque de faire mourir. Faire avec. Je n'oublierai pas, mais qu'importe, maintenant je suis libre car j'ai choisi de vivre. Comment est-ce que vous aimez à nouveau aujourd'hui? Vous aimez à nouveau aussi. Votre rire est extrêmement réjouissant. Avec une certaine méfiance, bien sûr. Mais vous savez, je me heurte à un problème qui est assez difficile à résoudre parce que voilà, je suis une femme, j'ai l'apparence d'une femme. Personne ne doute de moi quand je croise mes semblables dans la rue. Et mes amants non plus. J'ai des rencontres avec des médecins qui ont justifié mon choix et qui me disent il n'y a aucun problème, on ne sait pas. Il faut vraiment investiguer plus avant. Ça a même pour surpris savoir. certains. Le problème, c'est que quand vous venez passer une nuit d'amour avec un monsieur et que vous éprouvez le besoin par franchise, parce que vous vous dites quand même à 65 ans, on peut peut-être parler, et que cette personne a une réaction hyper violente, c'est extrêmement compliqué à gérer parce que de deux choses l'une. Soit vous arrivez et vous dites, monsieur, j'étais un homme, mais maintenant je suis une femme. Et à ce moment-là, vous êtes passé au scanner pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Soit vous le dites après, juste après. Et à ce moment-là, on vous dit, bon, je vais réfléchir, c'est ce qui m'est arrivé. Il a réfléchi très longtemps. Il réfléchit toujours. Il y en a un qui vous a envoyé balader du jour au lendemain. Il y en a qui vous envoie balader et il y en a qui tuent. Puisque la secrétaire de mon association, la secrétaire trésorière, a été tuée après 1 an de vie commune avec son amant. Donc c'est pas simple à gérer. Alors quand vous dites c'est pas simple à gérer, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui en France, ça se tait encore, ça se dit encore? Est-ce que ce livre est une résistance? Je pense que c'est une résistance. Ou un militantisme plutôt. Oui, je pense que c'est moins militant que de défiler, ce que j'ai fait aussi quelquefois. Mais je pense que c'est surtout très efficace dans un petit milieu. C'est-à-dire que je suis au milieu des gens, je ne leur ai rien dit et il n'y a aucun doute dans leur esprit. Et puis un beau jour, j'arrive et je dis coucou, j'ai mon livre à la main. Et à ce moment-là, les gens ne peuvent pas me rejeter comme ils auraient pu me rejeter si je leur avais dit je suis une femme transsexuelle. Donc ils sont bien forcés d'admettre. Et voilà, et j'ai même reçu de la part de mes voisins un bouquet de fleurs pour me dire merci d'avoir fait ce que vous avez fait. Et pourtant, ce sont des gens qui, a priori, n'adhèrent pas à ma cause. Ce texte est un témoignage qui prouve que l'on peut retrouver le bonheur de vivre malgré l'impossibilité apparente du défi. Il n'y a plus de remords aujourd'hui. Est-ce que vous avez un objet avec vous? J'ai un objet avec moi qui était mon ancien crayon. C'est-à-dire
C'est un boîtier d'appareil photo. Alors le boîtier, c'est la seconde chance pour le photographe quand on est sur le terrain. Parce que ah, c'est du lourd, hein? C'est très lourd, oui. Ça peut servir quelquefois, et ça m'a servi quelquefois, pour me défendre dans le cas de manifestations un peu intempestives. Et voilà. Et j'aurais pu vous amener aussi mon objectif fétiche, mais je pense que le boîtier est plus significatif. Est-ce que ça vous manque? Alors, dans les reportages que vous avez faits, il y a le Nicaragua, vous avez fait pour la fondation de Madame Mitterrand. Pour France Liberté. Ouais. Pour France Liberté, vous avez fait un tour du monde pour expliquer ce qu'elle faisait. Est-ce que c'est... Enfin, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je suis grand reporter d'images et que comment on vous appelle Rambo? On vous appelle Rambo. Hein, les confrères photographes appellent l'homme que vous étiez Rambo. Est-ce que ça vous manque, la prise de risque aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Je regarde ça. Je ne renie pas ce que j'ai été. Je suis la continuité de ce que j'ai été. Je trouve que ça serait stupide de dire le contraire, puisque j'ai des souvenirs, j'ai plein de choses, et puis je suis ce que je suis parce que j'ai été. Donc ça n'est pas possible de faire autrement. Mais voilà, c'est une autre manière d'être, et je pense que j'ai une vie, pour moi, assez exceptionnelle, puisque j'ai vécu des voyages, des conflits, etc. Et puis ce dernier voyage est quand même le voyage le plus mystérieux que je pouvais faire. Plus beau. Le plus beau. Est-ce que vous pourriez continuer à être dans le reportage comme femme? Est-ce que vous en avez envie d'ailleurs? Alors je pense que je serais beaucoup plus exigeante sur le choix de mes sujets. C'est-à-dire qu'avant je prenais... Moins baroude. Peut-être moins baroude. Et puis aussi il y a l'âge qui joue et je suis peut-être un peu plus fatigable. Ouais. Merci de ce témoignage. Cyril, qu'avez-vous entendu de votre voisine? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je suis très admiratif du double courage qu'il vous a fallu pour votre parcours et puis pour l'écrire. Et ce que je comprends, c'est que écrire, c'est aussi mettre en forme. Et vous avez aussi mis en forme votre vie. Donc voilà, je connais pas votre livre, j'écoute votre parcours et ça c'est quelque chose que voilà, je trouve qu'il y a deux courages, le choix de l'écrire, de l'exposer, d'en parler mais peut-être même juste en amont de trouver les mots et de l'exprimer, de trouver la bonne forme, la bonne écriture pour aller à ce point vers soi. Moi, je suis très admiratif. C'est une découverte en fait, donc, parce que je découvrais aussi la puissance de ce deuxième personnage qui était en moi et que je cultais. Donc il y a à la fois du courage, alors je ne sais pas si je le dédouble aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y avait le courage du mec, qui est un courage un peu rustre, et puis il y avait le courage aussi de la femme qui souffre aussi, et qui encaissait ça sans avoir le droit même de s'exprimer. Je veux dire qu'il y a eu un moment, une espèce de conflit extrêmement violent que j'ai eu avec moi-même, parce qu'on m'a découvert un cancer de la prostate. Et je me suis dit, non, ça, je ne peux pas mourir d'un cancer de mec. C'est pas possible au point où j'en suis. Ce serait l'affront. C'est ça, ce serait vraiment un échec total. Et puis il se trouve que... Donc vous avez guéri de votre cancer de la prostate? Je l'ai guéri parce que je prenais des hormones féminines qui ont tué mon cancer. Parce que j'ai prenais les hormones à tellement haute dose que ce cancer naissant a été neutralisé. Et j'ai eu un moment de grand désespoir quand même. Oui, c'est ce qu'on appelle insignifiant. Hein. En tout cas, lisez dans ce livre le récit, le journal de cette femme enfermée. Je trouve que cette manière de dire celui qui va naître, celui qui va arriver, celui qui va réconcilier ce que vous êtes, le sujet que vous êtes, est tout à fait formidable dans la manière dont c'est organisé dans ce roman. Cyril Latour, qu'est-ce que vous faites comme métier? C'est une bonne question. Comme métier, si, c'est assez simple, parce que je travaille dans un service de communication, je rédige des dossiers de presse,
et je fais des vidéos. Et vous arrivez à travailler pour France Télévisions. Voilà, je sais faut pas le dire, si je pour pouvais être le honnête dire. avec ceux qui nous écoutent. Je travaille pour France Télévisions, pour le service de communication de France Télévisions. Et vous nous avez donné 5 000 € pour être dans cette émission. Exactement, il était temps. Non, plaisant. Mais, enfin, quoique. Non, plaisant. Non, plaisant. Non, mais surtout, je vous taquinais avec ça, simplement parce que je voudrais qu'on vous écoute. Il y a toujours traditionnellement, entre les deux parties de cette conversation, un moment musical. Et on va donc écouter Emma Sand, C'est gentil, oui. Son of a Man. Alors maintenant, c'est devenu Son of a Woman. Hein, parce que... bon. Et il se trouve qu'à la basse, il y a un des métiers que vous faites, puisque Cyril Latour est à la basse. Musique. Cyril Latour dans ses basses œuvres. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. On va parler de votre dernier roman, La seconde vie de Clément Garcin. Clément Garcin qui a un accident, qui tombe dans le coma, qui a une femme, qui a une fille, qui va essayer de réapprendre à vivre alors que par ailleurs il a été brillant ingénieur à l'origine de la création d'une start-up, etc. Mais avant ceci, je voulais lire ceci que j'ai trouvé dans votre précédent roman, où là pour le coup c'est un type qui, pas par désœuvrement mais par hasard, va visiter les appartements des gens dont il trouve les adresses. Bon, on en parlera peut-être une autre fois, mais vous avez 20 lignes sur la question du temps.
Or, aujourd'hui, on est dans une société de l'immédiateté. Hein, tout de suite dans les flux permanents, etc. La télévision est immédiateté aujourd'hui. Et vous avez ces lignes-là qui disent l'importance du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? 3 ans de chômage m'ont donné à contempler le visage du grand autre, A majuscule, le temps, on parle de psychanalyse. Ce temps resté seul face à soi-même, douloureusement palpable. Les journées passent au sens littéral du terme. Elles passent sur moi. Je les sens s'attarder avec application, minutie et sadisme. Elles pèsent de tout leur poids d'attente et d'ennui. Alors peu à peu, je tente de les apprivoiser. J'apprends à les accepter, devenir soi-même une journée, se subdiviser du bout des orteils à la pointe des cheveux. Traverser de part en part, mon corps s'incarne dans le décompte des heures, minute après minute, centimètre carré de peau par centimètre carré. Patiemment, un à un, mes pores s'ouvrent à ce passage du temps, imperceptible picotement qui remonte le long de l'échine et que j'apprends à apprivoiser. Dans ma chair, je récite enfin une leçon que la vie active s'était acharnée à me faire oublier. Le temps est une donnée concrète. Les secondes, les minutes, les heures, par-delà leur découpage et regroupement théorique, sont sensibles, réels, cruellement matériels. C'est bien vous qui avez écrit ça. Oui, je vous le confirme. Et c'est une belle leçon sur le temps. Qu'est-ce qui fait votre singularité d'écrivain? On a une phrase très, très ample, on a un mode extrêmement descriptif, extrêmement précis. C'est votre côté ingénieur? Vous êtes ingénieur certainement. de formation? Je n'en finis pas d'essayer de me débarrasser de ce passé ingénieur. J'ai donc une formation d'ingénieur, alors que c'est pas le même double que vous, mais j'avais en moi un littéraire qui demandait à s'exprimer. Pourtant, oui, j'ai été ingénieur et je pense que je ne peux pas ignorer que je viens de là et que mon envie d'écrire est peut-être d'abord née d'une frustration de ne pas avoir fait les bonnes études ou pas avoir eu des bons embranchements. Mais l'écriture, c'est aussi nourri, évidemment, d'une certaine approche peut-être plus resserrée des choses, rigoureuses, C'est écrit rangées. au pied à coulisses, c'est un compliment. Hein. C'est écrit au pied à coulisses, c'est-à-dire c'est extrêmement précis et la narration vous prend, elle vous porte. C'est une lecture qui vous porte. C'est ça que vous m'avez fait l'honneur de me montrer dans mes basses œuvres. Mais c'est vrai que la basse, c'est un instrument qui, pour moi, a le même fonctionnement que l'écriture. C'est quelque chose... voilà, c'est le sous-bassement. C'est le sous-bassement, et puis c'est la pulsation. Et je crois que c'est aussi comme ça que j'écris. Clément Garcin, qui est-ce? Grande question. Je ne sais pas si on le sait plus à la fin du livre qu'au début. Non. Mais je ne vous dirai pas à la fin du livre, parce que... Oui. Quoi que je pourrais le dire, ça dépend. C'est combien... combien j'ai payé au départ. Je ne sais pas si je le sais moi-même. C'est une forme de... Mais pourquoi cette obsession de l'oubli et de la punition, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on a la résurrection de Lazare, mais la résurrection de Lazare telle que vous la présentez dans le récit de cette jeune femme qui est étudiante en art, c'est quand même Lazare qui renaît, mais qui est immédiatement stigmatisé par le doigt de Jésus. Donc on est coupable de renaître? Oui, c'est un peu le débat. C'est un peu le débat inverse. Non, je ne sais pas si c'est au niveau de la culpabilité. Je ne sais pas si c'est. Enfin, d'une espèce d'assignation, d'une espèce de. Mais disons qu'il y a. T'as de la chance, quoi. Voilà. Quel est le sens qu'on peut y donner ou qu'on peut y trouver? Et effectivement, le doigt, c'est dans un tableau du Caravage, le doigt de Jésus. C'est un doigt qui désigne, qui fait sortir de terre. On est quand même à la limite de la stigmatisation, quand même, tel que vous l'écrivez. Oui. C'est que je dis que c'est aussi une mise à mort, cette résurrection. C'est aussi un crime. Mais parce que... enfin, au fond, c'est lié à ce récit très court dans la Bible de la résurrection de Lazare et aux larmes de Jésus.
Jésus pleure avant de ressusciter Lazare. Et c'est une interrogation. Pourquoi est-ce qu'il pleure alors qu'il sait qu'il va le ressusciter? Est-ce qu'il est triste de la mort de son compagnon, ou est-ce qu'il pleure sur ce qui s'apprête à lui faire revivre, enfin, c'est-à-dire à le ramener dans cette vie-là? On parlait de honte tout à l'heure avec Mathilde. Chez vous, il y a énormément dans votre texte de culpabilité. Hein, ça en est une illustration. Alexandra est la femme de Clément Garcin, et Alexandra supporte cet homme qui, pendant 8 mois, est un légume, ou un presque légume. Et un compte à rebours dont elle ignore toujours davantage l'issue. Parfois, la pensée coupable l'assaille de nouveau, comme le soir de l'accident. Je suis à bout. Elle souhaite que tout s'arrête là, dans un dernier souffle. Tout serait plus simple alors. Le deuil et le chagrin plutôt que l'angoisse et l'impatience. La mort plutôt que la répétition de ces journées sans but. Se raccrocher à quelque chose de tangible. Se projeter même dans le pire. Mais au moins inventer la possibilité d'un avenir. Je suis un monstre. Alexandra lutte contre elle-même. La journée, elle chasse la pensée coupable en se plongeant dans les rapports d'activité et les écritures comptables de ses clients. Le soir, elle tente de se persuader elle-même en s'écoutant mentir à l'innou. Elle a mal, mais elle n'est même pas sûre de sa douleur. Contre quoi? Contre qui se révolter? Pour les proches qui le visitent, il est cette absence qui n'en est pas une promesse inaudible. Il est cette absence qui n'en est pas une promesse inaudible. On garde ces deux expressions, et je vous fais écouter Pascal Revert. Pascal Revert est un auteur et un comédien qui était récemment dans l'émission des mots de minuit, et qui justement a mis sur scène ces 29 secondes où il a touché la mort. Il n'était pas sûr d'en revenir. Écoutez ce qu'il en dit. Le danger de mort, finalement, moi je l'ai vécu beaucoup plus tard. Je l'ai vécu presque un an et demi après que tout ça soit terminé. Et là, le fait de le transformer en expérience littéraire participe plus d'une reconstruction que véritablement d'une volonté d'écrire quelque chose pour que ce soit publié, joué. C'était à usage intime, si je puis dire, pour quelques proches et puis pour moi. Et en fait, après, c'est la rencontre avec d'autres auteurs qui m'a permis de comprendre que d'ailleurs cette expérience extrêmement intime, qui pourrait être très anecdotique, parce que finalement c'est extraordinairement banal d'être confronté à la mort. Oui, mais de si près, moins banal. Certes, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. C'est revenir qui est moins banal. Peut-être. Parce que finalement tout le monde y passe. Oui, c'est ça. Cette hypothèse de la mort, elle est courue par tout le monde. Hein. C'est un essentialisme. C'est ça. Je veux quand même qu'elle soit pas très hypothétique d'ailleurs. Mais et finalement, quand la biographie s'éloigne, quand ça devient plus quelque chose de personnel, mais que ça fait écho, par exemple, à certains textes de Semprin qui m'ont beaucoup accompagné, comme Le Grand Voyage, qui font écho à certaines poésies que je peux aimer par ailleurs. Il y a quelque chose qui nous pousse à écrire non plus ce souvenir, mais le mécanisme de ce souvenir. Qu'est-ce qui fait que 7 ans, puisque maintenant ça fait 7 ans que j'ai traversé cette expérience, qu'est-ce qui reste de ça en soi? Et finalement, le déclencheur, c'est de se dire, est-ce que c'est un parfait étranger que tout ça est arrivé? Alors la question de l'étranger et de l'étrangeté radicale qui va arriver après, il est cette absence qui n'en est pas une et qui peut-être en deviendra une. Pourquoi est-ce que vous avez travaillé sur ce thème-là? C'est-à-dire que ce soit dans l'univers visible et invisible, vous êtes toujours on the edge, comme on dit, entre ce qui peut être et ce qui peut-être ne sera plus. Le pourquoi, je ne sais pas le dire, si ce n'est que ce sont des thèmes qui résonnent très fortement en moi, cette sensation de ce qui est, ce qui pourrait être, ce qui n'est plus. Je crois que c'est des choses qu'on m'a dit sur mon écriture, qu'elle est un peu cotonneuse, qu'il y a un peu de brouillard. Et je crois que c'est quelque chose... J'aime le brouillard, en fait. Ces choses qui laissent deviner des formes et qui pourraient être aussi bien une chose ou son contraire. Et je crois que l'écriture permet d'approcher ça, parce qu'on est dans la projection quand on écrit. Et effectivement, ce personnage, Clément Garcin, il est un devenir, mais il est aussi un renoncement en permanence, quoi. Et c'est sur ce fil. Et sous le néon froid, un homme apparaît qui le dévisage avec ses vérités.
Clément sursaute. L'homme sursaute. Clément passe la main au-dessus de son œil droit. L'homme imite son geste de la main gauche. Il porte le même lafa sur la tête, la même grêle sanguine sur le front. Il porte un costard chiffonné, il est en sueur, hagard et misérable. Clément, secoué par un fou rire nerveux, rentre dans l'ascenseur et colle son visage contre le miroir. Tu peux te vanter de m'avoir fait peur. Son souffle embue le reflet par saccade. L'inconnu disparaît peu à peu dans la brume. Il va falloir que je m'habitue à toi, pas le choix. Et donc voilà Clément confronté... C'est le stade du miroir. Hein, c'est le stade du miroir. Et c'est pas évident. Il passe un peu par toutes les étapes. Enfin, cette renaissance, il réapprend à marcher. Même ça a beaucoup de sens. Pourquoi est-ce que de votre point de vue, la réadaptation n'est pas possible? En tout cas, celle qu'on imaginerait, retrouver sa famille, retrouver un enfant, en faire un autre éventuellement. Pourquoi est-ce que cette hypothèse-là, vous ne la retenez pas? Parce qu'il y a eu l'accident et qu'on ne peut pas enlever ce qu'il y a eu. Dieu, on peut pas revenir sur l'inéluctable, on peut pas... c'est arrivé, on est obligé de composer avec l'accident. Et l'accident, il n'y a pas de pourquoi. C'est une grande question, par définition. Il bute dessus pendant longtemps, et sa compagne aussi, et la culpabilité de sa compagne aussi, c'est ça. Il n'y a pas de pourquoi, mais il y a peut-être un pourquoi en deux mots. Pourquoi l'accident, pourquoi la fracture. Et s'il décide de faire quelque chose, est-ce qu'il le décide? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il est dans tout à coup une prise de conscience qui est née de cette fracture, et c'est un homme qui n'avait peut-être pas posé un œil lucide sur ce qu'il était, sur sa vie. En plus, on est dans les années 2000, donc c'est les start-up, c'est cette espèce de bulle Internet qui va... On a un peu oublié. Hein, à l'heure actuelle, on est encore de nouveau là-dedans. Et leur société qui s'appelle Hopla, oui, va exploser parce que les investisseurs ne feront plus confiance. Pourquoi est-ce que, comme Mathilde, vous avez une double structure? Alors, je vous propose d'écouter Michel Hilaire. Il était commissaire d'exposition à propos du Caravage. Et écoutez ce qu'il dit du Caravage. Et ensuite, je vous demanderai pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher l'art, et notamment le Caravage, et notamment Lazare. Si on revient, Michel Hilaire, sur le Caravage, il y a une seconde, en Caïrte parlait du regard. Or chez le Caravage, les regards disent quelque chose. Ce ne sont pas des regards symbolisant un affect ou un sentiment. Les regards disent quelque chose de la réalité qui arrive à ce moment-là. De la réalité, absolument. Il essaye de parler directement à la sensibilité du spectateur. C'est-à-dire qu'en fait, il s'éloigne des codes édifiés à la Renaissance, où finalement il fallait avoir une expression, donc finalement codifier un petit peu l'expression humaine, puisque la peinture est par définition un art figé, arrêté, donc il fallait comprendre. Lui, au contraire, fait poser des modèles à l'atelier, et finalement c'est les expressions qu'il a devant lui, profondément humaines, qu'il essaye de faire passer directement sur la toile, sans même l'intermédiaire du dessin. Donc il y a comme une espèce de retranscription directe de la réalité. Et c'est ce qui d'ailleurs fait qu'il nous touche encore aujourd'hui directement. C'est presque un reporter. C'est un reporter, c'est l'inventeur aussi du cinéma avant la lettre, puisque les plans américains qu'il invente, les gros plans, sont ceux du cinéma néoréaliste italien. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a déjà du Pasolini, du Visconti avant la lettre chez Caravage. Pourquoi est-ce que Cyril Latour, vous allez chercher le Caravage, et peut-être comment est-ce que vous entendez les propos du commissaire? Que le Caravage, c'est du cinéma, c'est ça. Oui, ça me parle très fortement. Effectivement, c'est déjà de la mise en scène, et c'est déjà de la mise en narration. On est dans un instantané. Voilà, c'est ce qui me plaît dans le cinéma, et c'est ce qui me plaît dans ces peintures-là aussi. Vous êtes critique de cinéma aussi, hein? Voilà, dans mes métier parallèle. Alors pourquoi je vais chercher le Caravage? Au fond, je ne vais pas chercher le Caravage. L'art. Voilà, l'art. Donc c'est pour ce deuxième récit qui vient un peu s'intriquer au premier. Et c'est le récit d'une jeune femme dont on imagine qu'elle peut être éventuellement la fille d'eux.
lié au lié au récit principal. Et qui n'a pas de réponse à la disparition. Oui. Ou à l'accident, ou aux suites de l'accident. C'est vrai que dans ce cas-là, l'art, pour moi, est la constatation de cette absence de réponse. Mais alors, d'une façon très très générale. Enfin, et le langage aussi. Lacan, il y a la même chose. Hein. Oui. Mais c'est plus facile de parler visuellement, enfin, à mon sens, où il y a de l'image. Et notamment, enfin, alors après, à titre tout à fait personnel, Lazare m'a fasciné aussi par la fascination qu'il a exercée sur des tas de peintres différents ou d'expressions artistiques différentes au cours de notre... jusqu'à Bloch, jusqu'à Bloch, et puis même jusqu'aux films de zombies, finalement, qui sont une sorte de même réflexion sur le mort vivant, le mort revenu à la vie. Donc déjà, il y avait ça qui, moi, faisait écho dans mon écriture. Et puis, un truc plus général, une façon peut-être plus générale de poser l'art comme pansement, je ne sais pas, comme énigme. Oui, c'est bien que vous disiez comme pansement, parce que je vous ai entendu dire un jour que l'écriture avait un rôle, je crois que vous avez dit libérateur et structurant. Oui, c'est possible que je dise de faire deux choses, oui. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de pansement, la littérature comme pansement? Parce que vous êtes ingénieur? Parce que je me dis, c'est étonnant cette affaire. C'est-à-dire que quand on lit de l'univers visible et invisible, quand on lit La seconde vie de Clément Garcin, tout ce que vous dites, c'est tout ce qui ne fait pas l'ingénieur. Vous n'êtes que dans le doute, que dans le doute, dans l'imprécis, dans dans l'étendue des possibles. Alors que l'ingénieur, c'est quand même de réussir à faire que telle pièce fonctionne avec telle pièce. On nous apprend plutôt la certitude scientifique, mais il y a quand même il y a une part de non-savoir dans le savoir. Mais peut-être parce que... Encore heureux. Mais peut-être que... Est-ce qu'il n'y a pas une confusion dans ce cas-là entre la croyance et la connaissance? C'est-à-dire l'ingénieur connaît, sait. Ouais, le savant. Mais le sachant. Le sachant. Mais surtout, savoir n'est jamais croire. Enfin, des fois on sait, puis on ne croit pas non plus. Enfin, et quand on sait, on ne peut pas croire. Et quand on sait, on ne peut pas croire. Ou trop savoir nous éloigne, mais je suis peut-être pas. Peut-être que trop savoir nous ramène au contraire. Vous me rendez un peu triste en fait, parce qu'il est quand même très, très sympathique, votre Clément Garcin. Votre Clément, et puis voilà, on aimerait quand même un moment lui dire reste. Ah, oui, mais après, la fin est quand même ouverte. Elle est ouverte. Donc voilà, on a partagé son éveil, son réveil. Et son Lafa, le Lafa, c'est un bonnet qui cache les cicatrices qu'il a sur la tête. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, là j'avais hésité à amener un Lafa, mais je ne l'ai pas trouvé. Non, j'ai un objet, désolé, c'est la Bible. J'ai cherché un objet en lien avec l'écriture et je me rends compte que ce petit objet apparaît dans chacun de mes livres. C'est pas tant le fait que ce soit la Bible que le fait qu'il ait été offert par ma grand-mère, qui était avant à son grand-père. Et elle m'écrit, c'est pour ça que je voulais l'amener, garde le souvenir de tous ceux qui t'ont précédé. Et voilà, ma grand-mère... C'est la Bible de votre grand-mère. Qui était à son grand-père. Enfin, donc il y a cette transmission. Évidemment, je m'en suis servi quand il s'est agi de retrouver les passages sur la résurrection de Lazare. Et elle m'accompagne finalement pas plus que ça, pas en tant que tellement que... Elle tient dans la poche, hein, c'est voilà, une petite Bible. C'est une petite Bible. Mais voilà, elle m'accompagne comme lien de... Comme vous avez des lunettes, ça peut être écrit petit. Oui, c'est ça. Je suis myope. Mais voilà, mon premier roman est dédié à ma grand-mère. Elle a eu un rôle assez important dans mon rapport à l'écriture. Ou plutôt, l'écriture a eu un rôle dans mon rapport avec ma grand-mère. Et voilà, c'est garder le souvenir de ceux qui m'ont précédé. Je pense que c'est un des fondements de l'écriture ou du désir d'écrire. À ma grand-mère, hein, voilà. C'est votre premier roman. Et le deuxième, je ne me souviens plus. Le deuxième, il n'y a pas de... Et vous, Mathilde Daudet, Choisir de vivre chez Carnet Nord, c'est George Sand. Oui, j'aime beaucoup cette citation. 2 citations de George Sand. Non, les sexes n'expriment qu'un emboîtement d'organes nécessaires à la jonction fécondante.
L'homme et la femme sont semblables, ils ne diffèrent que par l'éducation. Ah, les genres et le sexe. Hein. Bon. Qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit votre voisin? D'abord, j'ai été mise en appétit. Mais surtout, il y a quelque chose qui m'a troublé parce que ça évoque quelque chose qui, moi, qui résonne en moi. Quand vous dites vous aimez le brouillard et le flou que ça donne, parce que ça laisse évoquer ce que ça pourrait être. Alors, bon, je ne connais pas le livre, mais est-ce que moi, ça évoque aussi, quand je suis dans une situation où il y a un flou qui existe dans mon esprit, et je me dis ça pourrait être, mais est-ce que c'est pas aussi ce que ça devrait être? Moi, c'est très souvent ce sur quoi je m'interroge, en me disant est-ce que cette réalité, en fait, que je ne distingue pas encore, c'est un peu, si je me trompe pas, je pense que je dis pas une bêtise, mais il y avait cette idée-là aussi dans un film qui s'appelait Hiroshima, mon amour, où il y avait ce qui s'était passé, ce qui aurait dû se passer, ce qui s'était passé réellement. Et là, on était un peu paumé en cherchant encore où était la réalité, si elle existe. Bah oui, la question de la... Oui. Qu'est-ce que la réalité? Oui, là, Bon, en tout cas, on peut choisir de vivre et on peut explorer la seconde vie de Clément Garcin. Carnet du Nord pour choisir de vivre et la seconde vie de Clément Garcin chez Lamourier. Merci Mathilde, merci Cyril, à vous d'avoir été dans cette émission. C'était Démons de minuit 532. Fin de cette émission, donc la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, ni en Arabie Saoudite d'ailleurs, ce qui vaut bien une légion de déshonneur. Et puis il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises, avec de nombreux prisonniers qui dorment sur des matelas à même la terre. À la prochaine fois, ce sera la 533. Restez fidèles, vous nous trouvez sur demonsdeminuit.fr, c'est quand vous voulez, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.